matinée n'est pas tout à fait finie, loin de là. Je voudrais maintenant appeler les intervenants de la table ronde numéro 2, qui s'appelle « Que vous soyez chercheur ou entrepreneur, nous sommes là pour vous accompagner dans la création de start-up ». 5 personnes, Corentin Kerbiriou, Régis Lost, Maxime Aubry, que vous avez vu tout à l'heure, Yasmina Belabassi et Natacha Hauser Costa. Merci à vous, je vous retrouve pour la séquence de pitch dans exactement une demi-heure. Merci à tous. Donc, rebonjour pour ceux qui étaient déjà là. Donc, à nouveau Yasmina Belabassi, donc SAT Science. Donc on est maintenant parti pour une table ronde de 45 minutes donc sur le thème voilà, que vous soyez chercheur ou entrepreneur, on est là pour vous accompagner. Je vais laisser donc à chaque intervenant le soin de se présenter et donc voilà, je présenterai ensuite Science et la manière dont Science est intervenue pour accompagner donc nos 2 entrepreneurs, donc Corentin et Régis. Donc je te passe la parole. Oui, bonjour à tous, je suis Natacha Hauser Costa et je dirige l'incubateur Lorrain. Alors l'incubateur Lorrain, c'est une structure qui accompagne exclusivement les projets de start-up en lien avec la recherche publique. Et ça vise en fait 2 publics, le chercheur, enseignant-chercheur, doctorant qui veut valoriser à travers une start-up une partie de ses résultats de recherche, avec différentes modalités de participation d'ailleurs qui évoluent avec la nouvelle loi Pacte pour le chercheur au sein de l'entreprise. Ça, c'est un peu l'activité historique de l'incubateur Lorrain, qui est un incubateur allègre. Et puis, depuis 2017, on a un programme spécifique à l'attention des étudiants entrepreneurs accompagnés par le PIL. Et là, on fait un peu le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on a des étudiants entrepreneurs qui observent un besoin sur le marché, qui veulent le combler, mais qui n'ont pas forcément la technologie pour répondre à la demande. Et à nous de faire la démarche de trouver le ou les laboratoires compétents pour accompagner l'étudiant et à mettre en place tous ces liens. Et d'ailleurs, Corentin pourra témoigner de ce programme qu'on appelle Global Incubation, entreprendre par la recherche. Donc l'incubateur, c'est la structure qui accompagne les projets sur le territoire lorrain en lien avec la recherche publique, qu'on soit sur des projets dont la techno provient des labos, ou alors on fait le lien avec un labo pour créer la techno afin de répondre à un besoin du marché. Merci Natacha. Donc ça me permet de présenter donc Science, la SAT. Science est une société d'accélération du transfert de technologies. Donc il en existe 13 sur l'ensemble du territoire français. On est toutes des sociétés bâties sur le même modèle. Donc au plus près des laboratoires de recherche du territoire. Donc dans notre cas Science, nous sommes implantés sur une partie du territoire Grand Est, donc en Lorraine, Sud-Champagne et en Bourgogne-Franche-Comté. Donc on intervient, donc on est des opérateurs pour le compte de nos actionnaires, donc les universités, les organismes de recherche. Donc on est là pour soutenir les équipes de recherche dans le cadre de la valorisation de leurs travaux. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, les doctorants, les chercheurs. Et donc, au travers de cette table ronde, on vous propose deux témoignages. C'est 2 parcours très différents, donc qu'on a pu accompagner, donc tout autant qu'on est là, donc les opérateurs. Le premier projet, donc c'est Cyberdetect. Régis en parlera tout à l'heure. Je vais juste expliquer en fait en quoi Science et comment Science intervient. Donc, une SAT, c'est quoi son métier? Son métier, c'est intervenir auprès des laboratoires et auprès des équipes de recherche de la sensibilisation jusqu'au transfert. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de Chloé. Donc une doctorante qui a des résultats de recherche, une équipe de recherche, c'est comment on l'aide à protéger ses résultats de recherche et à se poser tous ces sujets, comme on l'a vu tout à l'heure. Adrien a posé la question de l'impact. Donc, on a des travaux de recherche. En fait, voilà. Donc, ces travaux peuvent adresser un besoin marché. Et c'est justement le cœur de métier de Science, de la SAT, au travers de ces équipes spécialisées en propriété intellectuelle, donc business developers, spécialistes du marketing, que d'accompagner ces équipes de recherche pour les aider à transférer. Donc, ça passe par la protection, mais ça passe aussi par ce qu'on appelle l'investissement dans la maturation de la technologie. C'est comment on prend un résultat de recherche pour en faire un prototype, un produit
qui va répondre à un besoin marché. Donc ça se matérialise souvent par un développement, par la réalisation d'une POC. Et ensuite, voilà, donc charge donc aux équipes de science et avec nos partenaires industriels quand il s'agit du coup de transférer cette technologie parce qu'elle va répondre à un besoin industriel qui est déjà existant, de les accompagner. Donc, autre modalité, c'est effectivement du coup d'accompagner au travers de la création d'entreprises. Et c'est précisément ce qu'on va illustrer aujourd'hui avec les deux exemples, donc Corentin et Régis. Donc, deux parcours différents. Je reviens à ce que j'avais commencé à dire. Donc, dans le cas de Cyberdetect, donc comment Science est intervenu? Donc, Science est intervenu pour accompagner en fait une équipe de recherche du Lauréat, donc en l'occurrence Jean-Yves Marion et Guillaume Bonfante, qui avaient développé, qui avaient des résultats de recherche et on les a accompagnés à partir de 2016 dans la maturation de leur technologie. Il s'agissait en fait de développer un algorithme de reconnaissance morphologique de code. Donc, Régis, tu auras l'occasion de nous détailler tout ça. Et donc, ce développement, en fait, a été transféré à donc, la start-up Cyberdetect qui a été créée donc, et qui, aujourd'hui, voilà, se développe. Donc, les deux chercheurs qui étaient à l'origine de cette technologie accompagnent le projet d'entreprise. Ils sont toujours très actifs dans la société Cyberdetect. Donc voilà, je te laisse, Régis, nous en parler. Si peut-être Yamina, que Maxime puisse... Ah pardon, oui, après, Yamina, tu m'avais toi, oublié. Partenaire du financement, parce que sans financement, après. on fait quand même pas grand-chose. Pardon. Oui, bien évidemment, parce qu'au final, quand on parle d'accompagnement, on parle aussi d'accompagnement financier. Moi, je représente BPI France, donc Maxime Aubry, délégué innovation. BPI France, qu'est-ce que c'est? C'est la banque publique d'investissement. Au-dessus de nous, on a l'État et la Caisse des dépôts. Et pour l'État, c'est très important, effectivement, que les grands défis de demain soient soutenus par eux et donc par BPI France pour vraiment vous accompagner financièrement, pour vous inciter, effectivement, à devenir des entrepreneurs. On apporte des subventions, on apporte des avances remboursables. L'idée, c'est que vous soyez accompagnés financièrement et que vous n'ayez pas peur, effectivement, de vous lancer, car derrière, BPI France vous appuiera financièrement. Voilà, je voulais juste dire ce petit mot. Et on interviendra après au fil de la conversation. Ou pas. Vas-y. Donc Régis, si tu veux bien. Alors, bonjour à tous, merci déjà de nous recevoir aujourd'hui. Donc tu l'as dit, mon nom c'est Régis Loche, aujourd'hui je suis le président, le CEO de Cyberdetect. Cyberdetect, ça a été très bien dit, c'est une société qui vient du Lauréat, on est créé depuis 2017 avec un domaine particulier qui est la cybersécurité. Et la cybersécurité aujourd'hui, c'est un domaine très vague, très vaste. C'est un petit peu comme si vous disiez l'informatique, il y a énormément de choses. Et notre spécialité dans la cybersécurité, c'est de travailler sur l'analyse et la détection et la caractérisation de malware, de virus informatiques. Si vous suivez un petit peu l'actualité ces derniers temps, les malwares, les attaques informatiques, on en voit énormément, sont devenus des armes de guerre, sont devenus des moyens de pression sur des gouvernements, sur des institutions. Et le vecteur d'attaque, un des vecteurs d'attaque les plus communs, c'est le malware, c'est le virus. C'est ce petit morceau de code, ce petit exécutable, ce petit programme qui va être sur votre disque dur, qui va être dormant pendant des mois. Et le jour où un de nos amis gouvernants ou un pirate informatique va appuyer sur un bouton, il va détruire la totalité de votre disque. Et là, vous n'avez plus qu'à appeler la Vierge Marie pour vous protéger. Ou alors, il va vous pousser un ransomware, il va vous pousser une demande de rançon, vous payez, ou vous êtes, tout votre disque est détruit, tout votre disque est indisponible. Le métier de Cyberdetect depuis 2017, c'est de trouver ce petit bout de logiciel, ce variant de petit bout de logiciel qui est connu, et de vous en protéger. Donc là-dessus, vous l'avez bien dit tout à l'heure, ce sont des technologies innovantes qui viennent du laboratoire Lauréat. C'est une technologie qui s'appelle l'analyse morphologique, qui est devenue un produit aujourd'hui. Alors on l'a appelé Gorille, mais c'est un produit qui vient de cette technologie-là. Et le métier de Cyberdetect, c'est de développer, d'industrialiser, de passer d'un algorithme, d'un petit bout de programme de recherche, à un vrai produit qui soit commercialisable. Alors, dans ce cadre-là, effectivement, tu ne l'as pas dit, mais
Moi, je suis intervenu plus tard dans le projet. Je suis pas un des créateurs. Je suis arrivé en janvier 2020 suite à un appel de Jean-Yves Marion, dont on parlait tout à l'heure, qui est le chercheur, qui est un des 2 chercheurs à l'origine du projet. Alors, j'ai pas réfléchi très longtemps. Hein. J'ai pris ma brosse à dents, je suis parti et on a monté le projet. Donc ça, c'est une des mises en relation qui sont possibles grâce à l'incubateur, grâce à la SAT, et qui m'ont permis, moi, de rentrer dans le projet. Alors, j'ai un parcours qui est... je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant. Ouais. Tu peux peut-être expliquer que tu es un serial entrepreneur Ouais. en lien avec la recherche. Alors, je suis entrepreneur, mais je pense que mon métier aujourd'hui, c'est de faire discuter des chercheurs et le monde de l'industrie. Moi, je suis informaticien de formation. L'informatique, j'en ai pas fait moi personnellement depuis des années. En revanche, ce que je sais bien faire, puisque j'ai travaillé dans le laboratoire de recherche Lauria, puisque j'ai travaillé dans l'industrie, ce que je pense savoir bien faire, c'est faire discuter des chercheurs et des entrepreneurs. Et ce que j'aime beaucoup faire, c'est voir des idées de chercheurs se transformer en produits. Et dans le cadre de la cybersécurité, on a quand même une vraie mission sociétale, de faire un vrai produit qui serve à quelqu'un. C'est, comme l'a dit Natacha, serial entrepreneur. Pourquoi ? Parce que Cyberdetect, c'est mon 2e projet. J'ai travaillé, c'est là que j'ai connu Natacha en 2008 sur un projet d'intelligence artificielle. Hier. On avait à peine 2 ans de moins. Sur un projet d'intelligence artificielle qui venait également du Lauria, qui venait également sur une création de chercheurs. C'est une boîte qui a duré 12 ans, que j'ai revendue, enfin qui a été rachetée par un grand groupe. Et aujourd'hui, comme je suis également hyper actif, je suis en train de monter un autre projet avec le Lauria, sur une technologie également dans la cybersécurité, un projet qui s'appelle CBAI, qui va être créé très bientôt, pour lequel on est venu voir la BPI pour aller chercher un petit peu de financement, pour lequel on a été incubé également, sur lequel moi je ne prendrai pas part opérationnellement, mais en tout cas je vais continuer à accompagner le projet et toujours à faire discuter ces chercheurs avec ces entrepreneurs. Voilà un petit peu mon parcours très rapidement. Merci Régis. Écoute, on reviendra effectivement après sur les phases de développement de Cyberdetect et donc là je t'oublierai pas Maxime, d'accord ? Donc on va passer à Corentin. Alors donc autre ambiance, autre parcours, autre sujet. Et c'était aussi un message important que d'expliquer que voilà la création de start-up, la valorisation, en fait, voilà, ça peut emprunter des trajectoires, des parcours très différents. Pour autant, les acteurs sont là et donc sont capables de s'adapter aux besoins, en fait, voilà, des porteurs de projets et les accompagner dans leur démarche. Et c'est ce qui est arrivé avec Juggle. Donc là, on n'est pas vraiment parti du labo. Je te laisserai expliquer tout ça. Donc on est parti vraiment du coup du besoin donc Science est intervenu pour accompagner donc voilà des porteurs de projets qui venaient du monde du terrain. Donc je rentre pas dans les détails, je te laisserai expliquer tout ça. La SAT est intervenue pour aller accompagner donc avec l'incubateur donc les porteurs de projets pour les aider à identifier, à les sourcer dans le laboratoire les briques technologiques dont ils avaient besoin, en fait, pour conforter la solution et la solution applicative, puisqu'il s'agit de développer, et c'était l'objet du programme de maturation que Science a soutenu donc en 2017, en amont de la création de la start-up donc Juggle. Et donc voilà, donc c'est une technologie qui a été aussi sourcée au sein d'Interpsy, parce que là en fait on est dans un domaine qui couvre deux grands domaines, donc à la fois donc le domaine de la psy et le Lauria, puisqu'on est allé chercher une technologie également auprès d'une équipe du Lauria. Donc voilà, très rapidement, et je te laisse Corentin expliquer plus en détail ce projet Juggle. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Corentin Kerbiriou, je suis président et cofondateur de la société Juggle. On était 2 à l'origine en 2017.
J'ai fait une école de commerce, j'étais diplômé en 2017 et c'est le moment où j'ai tout de suite enchaîné avec la création de cette société. Alors il y a effectivement plein de raisons qui peuvent amener quelqu'un à créer une entreprise. Ça peut être directement la valorisation de travaux de recherche parce qu'on a quelque chose qu'on a trouvé, on a une idée et on a besoin d'argent pour la développer, on a besoin d'aide ou de compétences pour la développer. Nous, c'était un point finalement de départ un petit peu différent parce qu'on n'avait pas forcément d'idées, on n'avait pas forcément d'argent, pas de compétences. Par contre, on avait trouvé un problème qu'on avait envie de résoudre. Et le problème est le suivant, c'est que quand on accompagne des enfants avec des gros troubles du développement, par exemple des enfants autistes, c'est très compliqué de savoir ce qui les bloque, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à se développer. Et aujourd'hui, tous les outils qui existent pour nous permettre de comprendre les troubles du développement d'un enfant, ils sont super compliqués à utiliser, ils sont tous papier, on doit remplir des grilles, ça prend des heures, et le secteur médico-social n'a pas forcément les moyens de faire ça. Donc on a travaillé avec mon associé qui s'appelle Henri à la construction d'un logiciel qui permet de découvrir pourquoi un enfant autiste n'arrive pas à se développer et de fournir les solutions aux personnes qui les accompagnent. Donc ça, c'était notre idée de départ. On n'avait pas forcément pris la mesure de la complexité du sujet sur lequel on s'attaquait. Et on s'est rapproché d'abord du PIL, puisque mon associé Henri était étudiant à l'époque, et il avait un projet, donc voilà, sans forcément savoir où ça pourrait le mener, il s'est adressé au PIL. On s'est rencontrés là-bas. Et puis, voyant que la solution potentiel à notre problème pouvait être scientifique, pouvait être de se rapprocher de laboratoires, de personnes qui étaient expertes sur la manipulation de données, donc à la fois Interpsy pour le contenu de comment un enfant se développe et puis le Lauria pour la mécanique qui nous permettrait d'articuler ce contenu. On s'est rapproché de l'incubateur et en même temps de la SAT. Donc l'idée c'était d'avoir à la fois l'apport en compétences de l'incubateur qui allait être le cadre qui allait pouvoir nous aider à organiser toutes les idées, les problématiques et savoir comment on allait les adresser. Et puis la SAT qui nous a aidé sur le financement dès 2017 en ouvrant une enveloppe et en nous permettant de recruter des chercheurs qui étaient vraiment spécialistes sur les différents sujets où on avait besoin d'aide. Donc ça a été, pour nous, l'écosystème nous a permis de faire vraiment la colonne vertébrale dans l'ordre de toutes les différentes étapes. Le PIL pour s'ouvrir au monde et se rendre compte que les idées ne se développent pas quand on reste entre soi et qu'il faut aller parler à d'autres personnes. Tout de suite après, l'incubateur et la SAT pour finalement nous professionnaliser dans la façon d'adresser l'idée, aller chercher toutes les compétences dont on avait besoin, celles qu'on peut trouver en demandant de l'aide à des personnes comme les membres de l'incubateur et celles qu'on a besoin de recruter à l'extérieur. Donc là, il n'y a pas de secret, il faut de la thune et c'est la SAT qui nous a aidés. Et immédiatement après ça, et c'est là que BPI joue un rôle, c'est que BPI intervient très très tôt dans la vie des projets. Nous, la société n'était même pas encore créée, que BPI était déjà présent à côté de nous. Et tout au long des différentes étapes qu'on a vécues après le développement de l'entreprise, BPI a toujours été le premier financeur et celui qui ouvrait la voie aux autres financeurs. Voilà pour nous. Très bien, merci. Merci pour voilà, donc la genèse des projets. On va vous laisser maintenant vous parler peut-être un petit peu de perspective et puis où est-ce que vous en êtes dans vos phases de développement, comment vous vous projetez et aussi peut-être voilà, donc on a parlé de financement, donc voilà comment en fait voilà, vous envisagez vos futures phases de développement et notamment en termes de financement parce que c'est quand même le nerf de la guerre comme Corentin vient de nous rappeler. Qui commence. Vas-y, si tu veux bien. Ouais. Effectivement, aujourd'hui, je parle pour Cyberdetect. Cyberdetect est dans une phase de commercialisation avancée. On pensait qu'on mettrait, je pense que mes amis chercheurs pensaient qu'ils mettraient 6 mois à créer un produit à partir d'un algo de recherche. Je pense qu'on en a un peu plus de 2 ans. Donc c'est des financements qui sont importants, c'est des financements dont on a besoin. C'est des financements qu'on est allé chercher sur différents dispositifs. Alors malheureusement pour Cyberdetect, il n'y a pas d'argent de BPI, encore. Le message est passé. Moi, non. S'il n'y a pas d'argent de BPI dans Cyberdetect, c'est parce que mes prédécesseurs dans Cyberdetect ne sont pas allés chercher d'argent de BPI. C'est un projet qui a été financé par la DGA, donc cybersécurité. C'est clairement un monde qui est très proche du monde de l'armement et c'est la DGA qui nous a financé. En revanche, si je prends mon autre casquette, qui est la casquette du projet Scuba, qui va donner lieu à la société Civaille, on est en train aujourd'hui d'aller chercher ce type de financement. On est en train de déposer un dossier pour une bourse French Tech avec le bonus Deep Tech pour aller chercher nos premiers financements qui vont être les premiers leviers pour démarrer notre développement, faire nos premiers recrutements et être aussi l'effet de levier, parce que c'est des projets qui consomment beaucoup de cash,
pour aller chercher une levée de fonds dans les premiers temps. Et j'en ai pas encore discuté, c'est Lucas qui nous accompagne, qui est dans la salle. On est dans cette phase de discussion et on est dans cette phase pour aller chercher les bons leviers pour démarrer notre activité, comme je viens de le dire, mais aussi aller chercher ces financements qui seront plus importants par la suite. On n'est pas on sera pas une structure qui va aller chercher, aller acheter des machines-outils. Nous, on finance de la matière grise, on finance un petit peu de réseau, mais c'est là où on va chercher. On a besoin de BPI parce que c'est difficile d'aller voir une banque. C'est moi qui fais du bruit. C'est difficile d'aller voir une banque. C'est difficile d'aller voir une banque et de leur demander de financer de la matière grise. C'est facile, enfin c'est facile. C'est plus facile d'aller voir BPI et de leur dire voilà, on a un projet d'innovation, c'est de la matière grise, donc on a besoin de vous. Moi, je voulais juste intervenir, Régis, merci pour tout ce que tu as dit. En fait, ce qui est important chez BPI France, c'est de se dire que on est une banque pour vous, pour les chercheurs, doctorants. On apporte des subventions. Quand on parle de financement, c'est un accompagnement en subvention qui vous permet au final de maturer le projet, d'aller chercher des études de marché, des études de faisabilité. Et l'idée, c'est qu'on est tout à fait au courant, conscient. Dès qu'on est dans une démarche d'un projet qui va prendre du temps, qui va peut-être avoir une certaine inertie, avoir une certaine taille, l'argent sera la seule et unique chose qui fera couler l'entreprise. Le jour où il n'y a plus d'argent, ça s'arrête. Et c'est, à mon sens, c'est d'où l'importance en fait de tout de suite se construire avec les bons partenaires, avec les bons financeurs, pour tout de suite comprendre comment ça fonctionne, combien de temps ça prend pour obtenir un financement de BPI, combien de temps ça prend pour obtenir un financement de la région Grand Est, etc. Puisque voilà, on a un panel complet avec chacun ses atouts et des contreparties qui peuvent être, faut rembourser le crédit si c'est un crédit, faut prendre le temps de monter le dossier si c'est une subvention de la région, etc. Et je pense que c'est absolument essentiel de comprendre ça. Parce qu'il y a deux façons de démarrer un projet, je voudrais juste revenir là-dessus. Option numéro 1, vous êtes chercheur dans un univers, pourquoi pas, créatif, où vous allez créer quelque chose et avoir après pour objectif d'avoir le maximum de temps pour l'amener jusqu'à ce que le marché le connaisse et l'achète. Il y a plein d'exemples possibles. On discutait il y a quelques temps un exemple créatif. Vous récupérez des vieux droits d'auteur de quelque chose qui existait il y a longtemps, le personnage Mister Magoo. Vous voulez le remettre au goût du jour. Vous allez travailler à toute la communication, etc. Ça va vous coûter de l'argent. Et là, c'est vous qui apportez quelque chose. Il n'y a pas forcément de problème identifié. Et vous allez essayer de le refaire exister. Option numéro 2, vous identifiez un problème, vous allez travailler avec les industriels de l'huile d'olive et vous regardez comment vous pouvez optimiser leur processus industriel pour qu'à la fin, ils achètent tout ce que vous proposez. Bon. Donc, dans les deux sens, l'argent sera le dénominateur le plus important et c'est le temps qui fera qu'à la fin, vous arriverez à vos fins. Et chez nous, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on est parti d'une problématique, on ne sait pas comment on accompagne efficacement des enfants autistes ou des enfants avec des troubles du neurodéveloppement. On sait que si notre temps est infini, on va y arriver. Ça, il n'y a pas trop de doute. Il manque certains éléments de recherche qui ne sont pas encore disponibles, etc. Mais le seul facteur de réussite, finalement, c'est le temps. Et donc, puisque le financement est le sujet principal, en réalité, ce qui fera qu'on réussira ou pas, pour moi, c'est cette question de financement. Donc, depuis qu'on a commencé, pour vous donner quelques chiffres, moi, quand j'ai commencé, je n'avais pas d'argent à apporter dans l'entreprise. J'étais étudiant. Je pense que c'est le cas de la plupart d'entre vous. Et d'ailleurs, peu importe la quantité d'argent qu'on a sur notre compte, on se rend vite compte que c'est complètement décorrélé de ce qu'il faut pour créer une start-up. Depuis qu'on a commencé Juggle, on a levé 1,5 million d'euros. Donc même si je considérais que 500 euros c'était beaucoup, en fait on va pas très loin quand on crée une boîte. Donc les premières étapes, ça a été le PIL. On a eu des premières aides qui nous ont permis juste de nous professionnaliser, aller voir les bons experts, payer un avocat, ça coûte un peu d'argent, payer un expert comptable, ça coûte un peu d'argent, mais c'est pas des grandes sommes. 5 000 euros d'aide ou de subvention, ça permet d'aller vers ça. Et ensuite, donc en 2017, le premier projet avec la SAT, c'était 250 000 euros. Donc là, c'est une véritable enveloppe. Avec un montant comme ça, on peut recruter du monde, on peut commencer à avoir vraiment du temps devant nous. Et puis, plus tard, ça a été donc des financements un peu plus complets, avec BPI en tête. Donc un financeur, on va dire, de type bancaire, où on prête de l'argent sur une durée longue et qu'on va rembourser. Et l'avantage principal, désolé si je vulgarise, de BPI, c'est qu'il nous donne beaucoup de temps pour rembourser. On n'est pas obligé d'avoir tout de suite des rentrées d'argent commerciales qui font qu'on va payer toutes les échéances tout de suite. Ce qui va être clairement le cas d'une banque commerciale qui va vous demander ça. Et pour composer un financement comme celui-ci, on va chercher aussi des investisseurs. Donc nous, on a travaillé avec des investisseurs locaux, Finovam Gestion, qui est juste au bout de la rue. Vous pouvez tous aller les voir après, ils seront très contents d'avoir votre visite et de lire tous vos dossiers.
qui vont apporter, eux, un investissement en capital. Donc là, le but, c'est de prendre une part dans l'entreprise. Et comme ça, on compose un écosystème financier qui est le plus favorable possible et qui va pouvoir grandir avec la taille des projets de l'entreprise. Très bien, je crois on a fait le tour. Je voudrais juste apporter juste un tout petit point de précision par rapport à ce que tu disais, et notamment le rôle de l'ASAT quand tu dis qu'effectivement, enfin, en général, l'ASAT intervient assez tôt, puisque nous, en fait, on est là dès les premiers résultats. Et donc, effectivement, le soutien de l'ASAT, alors au-delà du financement, certes, tu as raison, Corentin, c'est important, mais l'intervention de l'ASAT, c'est surtout en fait des moyens, un accompagnement avec de l'expertise. Il s'agit en fait de constituer les premiers actifs de l'entreprise. Alors donc je vais juste un tout petit peu repréciser que donc c'est pas une enveloppe de subvention comme BPI pourrait peut-être l'apporter. Le soutien de l'ASAT va se matérialiser par des moyens et des moyens consacrés au projet, puisqu'on va effectivement ça va passer souvent par le recrutement d'un ingénieur qui va aider au développement en fait de la brique technologique qui est clé en fait, puisque c'est les actifs de l'entreprise qui demain vont faire aussi les actifs de l'entreprise, la valeur de l'entreprise, et qui va être aussi un élément de levier pour aller discuter avec des futurs investisseurs. Et ça, c'est quand même déterminant quand on parle de deep tech, parce que sans ça, en fait, c'est quand même très compliqué. Et quand même, la propriété intellectuelle, les actifs de propriété intellectuelle, c'est le nerf de la guerre quand on parle de deep tech, et je pense que Régis ne me contredira pas, et certainement pas tous ceux qui vont se succéder tout au long de cette journée. Alors, donc, je vais laisser passer je vais juste passer la parole à Natacha, et puis je vais vous demander de préparer peut-être quelques questions, puisque on va quand même laisser l'occasion de... Je voulais dire, je vois le temps qui passe, mais vous l'avez compris, c'est un sujet qui nous passionne. On vous a présenté deux profils d'entrepreneurs différents. Je crois que ce qu'il est important de retenir dans cette intervention, c'est que les organismes travaillent ensemble, SAT, incubateur, BPI Région, et d'autres qui nous accompagnent tout au long du parcours des entrepreneurs. Quelle que soit la porte d'entrée, on saura vous orienter. Donc vous posez pas de questions. Vous avez un contact, vous le prenez. Et on sait que notre monde n'est pas simple, mais nous, on sait l'organiser entre nous. On se connaît. Et donc, on peut faire le relais. Voilà. Il y a pas de guichet unique. Il y a plein de portes d'entrée. Vous pouvez toutes les enfoncer. Et nous, on fait le jeu des portes d'Alice au Pays des Merveilles derrière. Voilà. Et si on a fini, je propose qu'on passe aux questions. Voilà. Je vois le temps qui file. En fait. Absolument. Donc voilà. Donc qui se lance? Adrien. Oui, rebonjour. Donc c'est toujours Adrien, doctorant au LEM3, en stockage d'hydrogène, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Donc vous avez bien rappelé qu'une startup deep tech, c'est une aventure très longue. On ne parle pas d'une plateforme codée en 6 mois, etc. Et ma question c'est, selon vous, c'est quoi la phase la plus compliquée à financer dans toute cette aventure? Elle n'est pas tout à fait innocente, ma question. Il y avait un rapport Hello Tomorrow qui, a priori, en interviewant des startups deep tech, disait que au lancement du projet, on est bien accompagné, grâce à vous surtout. On trouve des financements pour se lancer, démarrer son aventure. Et apparemment, l'étape la plus compliquée, c'est quand on veut prouver qu'on est capable d'industrialiser, on doit financer une première ligne de production qui ne sera pas tout de suite rentable, mais qui est juste là pour démontrer la maturité industrielle et pour rassurer des partenaires industriels qui éventuellement nous rejoindront. Et ensuite, une fois qu'on a prouvé cette maturité industrielle, derrière, on trouvera les financements pour financer une usine dont on a démontré qu'elle sera rentable. Mais du coup, il y a ce trou dans la raquette entre les deux, à mi-chemin du projet, où il faut financer une première usine, mais qui n'est pas encore rentable. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou ça dépend peut-être du projet aussi? Voilà, j'aurais aimé vous entendre là-dessus. Merci. Vous êtes vraiment au cœur de l'actualité, parce qu'effectivement, l'État s'est rendu compte que c'était très compliqué de créer une première usine sur l'innovation. Et aujourd'hui, à partir de cette année, on a des appels à projets pour effectivement vous accompagner et vous aider à créer votre première usine. À côté de ça, on nous demande aussi également effectivement d'appuyer notre concours financier sur effectivement l'industrialisation et la commercialisation de votre produit.
Donc il y a toujours BPI. C'est vrai qu'on se rapproche vraiment du marché. Donc c'est important aussi que derrière les partenaires bancaires et aussi les investisseurs soient à nos côtés pour vraiment que ça soit une démarche collective pour faire le market, quoi. Mais donc voilà, il y a effectivement l'État qui lance des appels à projets pour vraiment vous accompagner. On a des produits qui sont sur le long terme aussi, sur des 10 ans, avec 3 ans de différé, afin vraiment d'accompagner le partenaire bancaire pour boucler le plan de financement et que l'invention devient innovation et devienne produit, quoi. Je voudrais simplement ajouter un petit truc par rapport au financement. Quel que soit le secteur, si c'est dans l'industrie, ça va être la première usine qui va être super compliquée à financer. Mais quel que soit le type d'aventure, il y a une étape qui va être plus dure que les autres. Et c'est à ce moment-là que le filtre se fait. Et c'est à ce moment-là qu'il faut être meilleur que les autres projets. Et on parle évidemment d'invention, on parle de toute la dimension créative. Mais à la fin, il faut un business qui marche. Et dans ces moments, c'est les moments où c'est le plus complexe, c'est le moment où il y a le plus de dossiers présentés pour le moins de financement disponible, que les décideurs vont se reporter vers les business qui ont le plus d'assurance, qui ont la plus de probabilité de fonctionner, qui présentent le moins de risques. Et c'est là qu'il s'agit d'être le meilleur entrepreneur possible et d'avoir le meilleur produit. Et voilà, il n'y a pas de secret, hein, clairement. Je pense que les financements existent pour monter n'importe quel projet dans n'importe quel secteur, mais s'il n'y a que 2 projets qui peuvent se faire par an, il faut être le premier ou le deuxième de la liste, quoi. Il faut vraiment vous appuyer sur l'écosystème, hein. C'est grâce au fait d'être accompagné depuis le début que vous serez prêt à effectivement pouvoir lever des fonds et après vous lancer. C'est important. Il y a un petit point qui est important sur l'accompagnement des organismes comme l'incubateur. Sur les premiers tours de financement, on va parler beaucoup de techno et d'un peu de business. Donc pour un chercheur, c'est facile. Sur les tours suivants de financement, quand vous allez parler de commercialisation, vous parlez beaucoup de business et d'un petit peu de techno. Pour un chercheur, c'est beaucoup plus dur. Donc c'est là où il faut être bien accompagné, trouver les bonnes personnes, peut-être trouver un porteur, et vraiment appuyer sur ces termes-là. C'est peut-être pour ça que les étapes de la fin, là on est beaucoup dans des étapes de recherche, sont plus difficiles pour les chercheurs, pour les gens qui sont dans notre écosystème. Mais on trouve les bons partenaires, on trouve les bons accompagnants pour passer ces étapes-là. Tout à fait bien résumé. Oui, Mounir. Oui, c'est moi qui ai pris le micro parce que je connais. Ils sont peut-être un peu timides, mais l'Université de Lorraine et les doctorants en général, c'est un groupe assez particulier parce qu'il y a 40% de doctorants étrangers. Donc la question qui se pose, c'est je suis un doctorant étranger initialement ici pour 3 ans. Je suis à ma 2e année de thèse. L'idée se profile. Est-ce que c'est fait pour moi? Donc vous avez certainement des cas précis où ça s'est passé comme ça. Et qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, le doctorant, et tu le sais bien, Mounir, parce qu'on bosse fortement ensemble sur le sujet, est aujourd'hui considéré comme un véritable entrepreneur potentiel, et on développe un certain nombre de produits, et l'Université de Lorraine, me semble-t-il, est vraiment extrêmement bien positionnée sur cette question. On développe un certain nombre de produits pour amener le doctorant à penser qu'il peut être entrepreneur. Alors, il n'a peut-être pas, au vu de son sujet de thèse, les compétences managériales et autres, mais c'est pas grave. On est là, on est là pour aider les gens à les développer. On est là pour trouver le porteur de projet pour que le doctorant puisse se concentrer sur la techno et former le binôme qui va bien. Ce qui est clair, c'est qu'on a des bels exemples, et on a eu des témoins tout à l'heure sur le sujet de doctorants qui ont carrément envisagé de faire leur thèse en vue de valoriser leurs travaux de recherche. C'est le cas de Anne, par exemple, qui a témoigné. C'est une catégorie. Puis après, il y a aussi des doctorants qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, mais eux, ils n'ont pas forcément envie de valoriser leurs résultats de recherche. Alors, c'est pas très gênant puisqu'on a ce fameux programme Global Incubation que Corentin a illustré, et on peut donc tout à fait les accompagner sur un autre projet parce qu'ils veulent quand même toujours rester dans l'innovation, même si c'est pas tout à fait sur leur thèse, et ils connaissent le monde de la recherche. Donc je crois qu'on a vraiment la totalité du dispositif pour accompagner les doctorants, aussi bien
ceux qui veulent valoriser directement le résultat de recherche, et là il y a tout le travail peut-être de management, d'accompagnement à l'entrepreneuriat à faire, et on peut accompagner également le doctorant peut-être un peu plus entrepreneur dans l'âme, qui veut pas valoriser directement son travail de thèse, et là on saura l'accompagner autrement. Donc moi je crois fort, et tu le sais, on en échange régulièrement, je crois vraiment que nos doctorants sont une vraie ressource pour l'entrepreneuriat deep tech futur. Et on est là pour vous accompagner. Quoi qu'il arrive, c'est ce que je disais tout à l'heure, et vraiment, tapez à n'importe quelle porte, on vous répondra vite, et on vous orientera vers la bonne personne pour vous accompagner. Et contrairement à ce que tout le monde dit, l'entrepreneuriat, c'est pas le parcours du combattant. Et je crois que c'est bien un pays, et tous les témoignages, ceux-ci et ceux qui ont été faits avant, s'il y a un pays qui est extrêmement favorable à l'entrepreneuriat innovant, c'est la France, avec des financements du tout début, quand les gens hésitent à y aller, parce que il y a vaguement une POC, et puis encore, la SAT, elle y va, elle y croit, BPI prend le relais très vite, la région Grand Est est extrêmement très favorable à l'entrepreneuriat innovant, et ainsi de suite, et y compris jusqu'à nos statuts fiscaux de crédit impôt recherche de jeunes entreprises innovantes. Ce sont des dispositifs qui sont vraiment extrêmement favorables à l'entrepreneuriat innovant. Il n'y en a pas tant que ça dans le monde. Alors, je suis comme tout le monde, je suis française, donc par principe, je critique et je suis pas contente. Mais là, sur l'entrepreneuriat innovant, c'est tout l'inverse. On a un pays et une région et un écosystème qui est extrêmement favorable à la création de valeur par création de start-up. Voilà, vous l'aurez compris, je suis fan de la start-up. Et on le sait depuis ce matin, on a plein de directeurs de thèse qui vont vous soutenir, et des laboratoires aussi très fans. Donc est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Bonjour à tous, je me nomme Sosten Seka et je suis ivoirien. Et j'ai une question, j'ai une préoccupation. En fait, moi, je suis de passage à l'Université de Lorraine, puisque je suis inscrit dans mon pays en année de thèse en microbiologie. Donc, je suis là dans le cadre d'une bourse de mobilité. Mais par contre, j'ai un projet de thèse, une start-up qui n'a rien à voir avec mon projet de thèse. Donc, j'aimerais savoir, quel conseil donner à un type d'entrepreneur qui est doctorant, mais son projet ne cadre pas avec sa thèse, son projet de thèse. Eh ben ça va illustrer exactement ce que je viens de dire. Vous venez voir après, je vous donne ma carte, on se téléphone, on se fait une visio, on se voit même, puisque maintenant on peut se voir en vrai. Et puis on vous orientera vers le bon organisme pour vous accompagner dans votre projet. Avec plaisir. Alors il y avait une autre question devant. Ah, pardon, il y en a une autre derrière. Pardon. Oui. Bonjour, je suis Franck Cassieux, je suis doctorant de l'ARPI en 3e année. Et aujourd'hui, on est en train de créer un start-up pour le développement d'une nouvelle procédé de l'impression 3D. Et j'ai une question un peu concrète, parce que pour créer une entreprise, au début, il y a des investissements lourds. Par exemple, pour nous, on a besoin d'un espace pour déposer de nouvelles machines, le développement de prototypes, etc. Est-ce qu'au sein de UL, il y a une association, un support pour donner de l'espace pour les nouvelles startups, pour développer des projets, des machines? Alors, l'Université de Lorraine est une université très entreprenante. Je crois même qu'on peut dire qu'on est, en étudiant entrepreneur, l'université la plus entreprenante de France. Et il a été voté en conseil d'administration de l'Université de Lorraine que les projets qui sont incubés ou les projets accompagnés par le PIL peuvent avoir accès à des locaux au sein des établissements à des conditions tarifaires avantageuses qui sont fixées par décret. L'idée étant de payer très très peu au début et puis de monter progressivement au prix du marché, parce que la loi impose d'arriver au prix du marché au bout de 6 ans. L'intérêt de tout ça, c'est que vous êtes près du labo, donc vous êtes près des machines. Vous avez également un accès à des conditions tarifaires spécifiques aux machines. Chaque labo a maintenant fait ses tarifs là-dessus. Donc on a vraiment le cercle vertueux près du dirigeant d'entreprise qui est là pour monter la start-up.
Et puis l'idée, après, c'est aussi de dire, maintenant vous grandissez, il faut laisser la place à ceux qui arrivent. Et là, on a nos collectivités territoriales qui prennent le relais avec des locaux, alors qu'on peut appeler pépinières, en tout cas des locaux où on retrouve, où les créateurs d'entreprises, les innovants se retrouvent et peuvent encore échanger sur des problématiques communes, peuvent imaginer de collaborer. Donc on a eu aussi cette continuité sur les aspects physiques et utilisation du matériel. Juste vous préciser, hein, dans une demi-heure, on pourra faire tous ces échanges en one-to-one. On a 1h30 pour échanger et on sera bien évidemment ravis de répondre à vos questions sur vos sujets qui vous portent à cœur. Bonjour, je m'appelle Julien. Est-ce que vous pouvez parler de ce qui se passe pour les startups qui ne fonctionnent pas après plusieurs années? Parce que je comprends qu'on on prête des sommes d'argent importantes à ces startups, mais du coup, pour toutes les personnes qui participent à ces startups, comment elles vont-elles payer le coût de cet échec? En fait, est-ce qu'elles ont un parachute Parachute doré, oui. C'est ça. En politique, on n'en a pas. Moi, je vais prendre ma casquette de juriste pour vous répondre. On a la loi est ainsi faite que on est capable de distinguer entre votre capital personnel, les fameux 500 € dont parlait Corentin, et puis le capital de l'entreprise. Et tant que vous ne faites pas un acte illégal, donc tant que vous ne tombez pas dans le droit pénal, genre je pique dans la caisse, si l'entreprise s'arrête et vous perdez de l'argent mis dans la société. En revanche, on est capable de protéger votre patrimoine personnel. Ça, c'est pour la réponse purement technique. Et puis après, il faut se rappeler qu'il n'y a jamais d'échec et que même si une boîte n'a pas marché, vous aurez appris plein de choses, vous aurez acquis énormément de compétences que vous pourrez revaloriser par ailleurs. Alors ça, en France, on a encore un peu de mal à l'admettre, mais pour autant, c'est pas parce qu'une entreprise ne réussit pas, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'elle ne réussit pas. Ça ne veut pas dire que c'est un échec. Et pour compléter, je complète juste un petit peu. L'idée, c'est pour ça qu'on intervient en subvention. C'est-à-dire que même si vous avez peu d'argent, on va vous accompagner, l'État va vous accompagner, la région va vous accompagner pour vraiment vous aller au bout de votre projet. Si ça ne marche pas, écoutez, c'est de l'argent perdu, mais au niveau de collectivité. Et après, derrière aussi, dès qu'on intervient en prêt sur BPI France, on n'a aucune garantie prise sur le dirigeant qui permet au final de sécuriser effectivement votre patrimoine personnel. On investit dans un projet, si le projet ne marche pas grave, tant pis. Vous pouvez repartir sur un nouveau projet, ainsi de suite. On veut vraiment, l'idée c'est de vous inciter à foncer. Et de temps en temps, effectivement, on n'arrive pas au bout, mais c'est pas grave. On prend pour nous, quoi. Okay. Je vous remercie. Il y a également quelques portes de sortie, c'est-à-dire que le dépôt de bilan en sec n'est pas la seule solution, je dirais. Il y a aujourd'hui, en général, quand vous créez une boîte innovante, vous avez une techno. Donc il y a toujours la possibilité de revendre cette techno en sortie si vous voyez que vous ne pouvez pas la commercialiser ou qu'il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas aller plus loin, il y a toujours la possibilité de revendre cette techno. Il y a également la possibilité de revendre la société entière. Il y a plein de portes de sortie, il y a plein de solutions avant le coup près du dépôt de bilan en sec qui est... Et puis peut-être pour conclure sur cette note positive, le fait d'être accompagné par l'ensemble des organismes en Lorraine, c'est un taux de survie des startups à 20 ans de 75% et un taux de survie à 90% à 6 ans. Donc quand on vous dit faites-vous accompagner, ne soyez pas seul, partagez, ça aussi, c'est aussi une force pour la réussite et la pérennité de votre entreprise. Et également l'expérience de l'écosystème. Corentin et moi, on a fait plein de boulettes, on a fait plein d'erreurs. Pas moi. Alors, j'ai fait plein d'erreurs. Si on peut aider les nouveaux entrepreneurs à ne pas les faire ou à en faire des nouvelles, je pense que c'est également une grande force. Merci. Merci. On va conclure, sauf s'il y a une dernière question. Bon voilà, donc encore une fois, voilà, on aura tout le loisir d'échanger, voilà, toute la journée, il y aura jalonné de temps consacré, voilà, à networking, donc
Voilà, sentez-vous libre d'interpeller les intervenants. Encore merci pour votre présence et vos questions. Et puis merci aux intervenants. Merci pour vos témoignages. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à tous.